Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères poursuit ses contacts intensifs avec les partis régionaux et internationaux pour freiner l'escalade militaire dans le Moyen-Orient. Des frappes israélo-américaines visent deux infrastructures énergétiques iraniennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU commence des négociations sur un projet de résolution de Bahreïn pour assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Finances Ahmed Kochok consacrée à la politique budgétaire pour l'exercice 2026-2027. La réunion a porté sur les priorités visant à renforcer la confiance avec le secteur privé, à élargir l'assiette fiscale sans imposer de nouvelles charges aux citoyens et à appliquer des mesures de facilitation fiscale et douanière. Le gouvernement ambitionne d'atteindre un sens de 5,4%, de maîtriser l'inflation et de dégager un excédent primaire tout en augmentant les dépenses dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi que les salaires des fonctionnaires. Les discussions ont également mis en avant la poursuite des réformes économiques pour assurer la stabilité financière, stimuler l'investissement privé et soutenir la production, l'exportation et la compétitivité de l'économie égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné l'importance de conjuguer tous les efforts pour réduire l'escalade dans la région. Il a également réaffirmé le soutien total et l'engagement positif de l'Égypte envers toutes les initiatives et les actions visant à instaurer le calme et à mettre fin à la guerre. Ces échanges ont eu lieu lors des appels téléphoniques intensifs tenus par le chef de diplomatie avec les partis régionaux et internationaux pour freiner l'escalade militaire dans la région et les moyens d'y consolider la sécurité et la stabilité. Abdelghati a eu un entretien téléphonique avec ses homologues émiratis, saoudiens, jordaniens, omanais, pakistanais et français, ainsi que l'envoyé spécial des États-Unis au Proche-Orient. Deux infrastructures énergétiques iraniennes ont été visées par des frappes israélo-américaines quelques heures après le tendu du président américain Donald Trump reportant les frappes qu'il menaçait de lancer sur des centrales électriques. Selon l'agence de presse Fars, le bâtiment de l'administration du gaz et la station de gaz de la rue Kavek à Isfahan ont été pris pour cible et les deux installations ont été partiellement endommagées. Toujours selon Fars, une attaque a également visé le gazoduc de la centrale électrique de Khorramshahr, ville portuaire du sud-ouest de l'Iran. Un projectile a touché les abords de la station de traitement de gazoduc de Khorramshahr. Le gouverneur de cette ville a assuré que l'infrastructure fonctionnait normalement et que l'alimentation en gaz n'était pas perturbée. Lundi, Donald Trump a annoncé un report de 5 jours des frappes qu'il menaçait de lancer dès lundi soir des centrales électriques et autres infrastructures en Iran si ce pays ne débloquait pas le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien de l'énergie, Abbas Ali-Abadi, a affirmé mardi que son pays était moins vulnérable que d'autres en cas d'attaque contre ses installations électriques, après des menaces du président américain Donald Trump. Ali-Abadi a déclaré que Téhéran produit de l'électricité de manière dispersée à divers endroits, contrairement aux pays de la région où la production est centralisée et très vulnérable. Il a ajouté qu'il disposait de plus de 150 centrales à travers le pays au 25e jour de guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. D'autre part, l'Iran a nommé Mohammad Bagher Zolqadr, un ancien commandant des gardiens de la Révolution, pour remplacer à la tête de la plus haute instance de sécurité le défunt Ali Larijani, tué la semaine dernière lors de frappes israéliennes à Téhéran.
Les secours israéliens ont indiqué avoir prodigué des soins à 6 personnes mardi matin à Tel Aviv, où un immeuble a été fortement endommagé par une frappe directe de missiles iraniens. Selon la maire, le Magan David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a revu à la baisse son bilan initial faisant état de 6 blessés légers et indiqué avoir brièvement prodigué des soins à 4 personnes. Depuis minuit, 7 alertes aux missiles iraniens ont été enregistrées dans le centre et le sud d'Israël et dans le nord, au moins 6 alertes aux missiles aux roquettes tirées du Liban ont retenti. Les gardiens de la révolution iranienne ont affirmé mardi que de lourdes frappes de missiles et de drones ciblèrent Israël si ce dernier poursuivait ses crimes contre les civils du Liban et de Palestine au 25e jour de guerre au Moyen-Orient. Au moment où Israël multipliait notamment les frappes au Liban contre le Hezbollah, les gardiens ont indiqué dans un communiqué qu'ils avertissaient l'armée israélienne que si les crimes contre les civils du Liban et de Palestine persistaient, les forces israéliennes seraient la cible de lourdes frappes de missiles et de drones. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé mardi à mettre fin aux hostilités dans la région. Von der Leyen, qui s'exprimait lors d'un déplacement en Australie, a mis en avant les conséquences de ces actes sur les prix du gaz et du pétrole. Elle a indiqué que la communauté internationale ressentait leurs effets sur les affaires, soulignant l'importance de négocier en vue de parvenir à une solution à ces hostilités. Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé des négociations sur un projet de résolution de Bahreïn qui veut autoriser tout État à utiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le projet de texte exige également que l'Iran cesse immédiatement toutes ses attaques contre les navires commerciaux et toute tentative d'empêcher la liberté de circulation dans le détroit. Il évoque d'autre part la possibilité d'imposer des sanctions contre ceux qui s'en prennent à cette liberté de navigation. Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers, pour la plupart iraniens, ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz depuis que les forces iraniennes ont bloqué cette voie commerciale cruciale. Le Kurdistan d'Irak a assuré mardi que 6 tirs de missiles balistiques iraniens avaient tué 6 soldats membres de Peshmerga, les forces armées de cette région autonome du nord de l'Irak, frontalière de l'Iran. Dans un communiqué, le ministère des Peshmerga a dénoncé un acte d'agression lâche loin de tout principe de bon voisinage après 2 attaques distinctes menées contre la 5e et 7e division d'infanterie près de Soran. 6 missiles balistiques iraniens les ont visés, assure le communiqué, qui fait également état de 30 blessés. D'autre part, 15 combattants de Hajj al-Sha'bi, dont un haut commandant, ont été tués mardi avant l'aube dans une frappe aérienne dans l'ouest de l'Irak. Le ministère libanais de la Santé a annoncé mardi matin que 2 personnes avaient été tuées et 5 blessées dans un raid israélien contre le village de Bishamoun dans le district d'Ali, au sud-est de Beyrouth. Selon l'Agence nationale d'information ANI, 7 autres raids ont visé dans la nuit de lundi à mardi autant des quartiers de la banlieue sud de Beyrouth considérés comme un fief du Hezbollah. Aucun bilan n'a été communiqué dans les médias. Un raid israélien avait déjà visé le sud de Beyrouth lundi soir. Les images ont montré d'épais nuages de fumée s'élever au-dessus de la banlieue sud qui n'avait pas été bombardée depuis vendredi. Des avions militaires israéliens étaient entendus alors qu'ils survolaient Beyrouth et ses environs à basse altitude. Tôt mardi, l'armée d'Israël a appelé la population à évacuer 2 localités côtières proches de la ville de Tyr, dans le sud du pays, affirmant agir contre le Hezbollah. D'autre part, l'armée israélienne a annoncé avoir identifié et appréhendé plusieurs combattants du Hezbollah. Une explosion s'est produite lundi dans la raffinerie de pétrole Valero de Port Arthur au Texas, au sud des États-Unis.
Les responsables de la gestion des urgences de Port Arthur ont alerté qu'afin de garantir la sécurité de tous les résidents dans le secteur, un ordre immédiat de confinement sur place est donné. Les médias locaux ont montré de hautes flammes et un panache de fumée noire s'élevant de la raffinerie. Riverains ont rapporté une forte détonation qui a fait vibrer les vitres. Située à environ 140 km à l'est de Houston, la raffinerie de Port Arthur emploie près de 800 personnes pour traiter du pétrole brut lourd et souffrait ainsi que d'autres matières en essence, diesel et carburant pour avions, faisant transiter environ 435 000 barils par jour. Le président nord-coréen Kim Jong-un a répété que son pays ne renoncera jamais à son statut de puissance nucléaire. Il a assuré devant le Parlement que Pyongyang continuerait à consolider fermement notre statut d'État doté de l'arme nucléaire de façon irréversible, tout en intensifiant agressivement sa lutte contre les forces hostiles. Le dirigeant a abordé un large éventail des sujets allant des armes nucléaires et de la politique de défense aux objectifs économiques et aux relations avec la Corée du Sud et les États-Unis. L'Australie et l'Union européenne ont signé mardi à Canberra un vaste accord de libre-échange conclu au terme d'années de négociations pour stimuler le commerce bilatéral. Les deux partenaires sont également convenus de renforcer leur coopération en matière de défense et d'améliorer l'accès européen aux minéraux critiques australiens. La chef de la Commission européenne, Madame von der Leyen, a indiqué que les deux parties envoient un signal fort au reste du monde. L'amitié et la coopération comptent encore plus en période de turbulence. Les principaux points de discorde, à savoir l'utilisation par l'Australie d'appellations géographiques européennes et l'accès du bœuf australien au marché européen, ont été surmontés, permettant un accord après 8 ans de négociations. L'Australie pourra également continuer d'utiliser ces appellations géographiques. De leur côté, les constructeurs automobiles européens bénéficieront du relèvement du seuil de la taxe australienne sur les voitures de luxe pour les véhicules électriques, qui permettra aux 3/4 des véhicules électriques d'en être exonérés. Cet accord commercial, l'Union européenne s'attend à augmenter ses exportations vers l'Australie d'un tiers au cours de la prochaine décennie, avec une hausse de 50% dans les secteurs des produits laitiers et de l'automobile. L'accord entrera en vigueur après l'approbation du Conseil européen. Les entreprises de l'Union européenne ont exporté 37 milliards d'euros de marchandises vers l'Australie l'année dernière et 31 milliards d'euros de services en 2024. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée.